Je suis ravie d'accueillir nos deux invités cet après-midi. Donc Jean-Luc Salaberry, qui est responsable du département numérique à la FNCCR, donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Merci. Et Bertrand Blaise, son voisin, qui est président de la commission territoire connecté et durable à Infranub. Merci messieurs d'être avec nous cet après-midi. Alors vous savez, au Clusif, on aime bien avoir une dualité entre offreurs et utilisateurs. Je dirais c'est notre richesse et notre spécificité. Et c'est comme ça qu'on a constitué un petit peu ce tandem. Ils se connaissent très bien en plus. Donc ça va faciliter notre discussion cet après-midi. Alors quand on a construit un petit peu cette table ronde ensemble, on s'est dit finalement Smart City, on l'a rappelé, on pense un petit peu aux expérimentations, on en a cité un certain nombre, Angers, Dijon et beaucoup d'autres. Notre speaker suivant en parlera. C'est souvent un petit peu l'éléphant blanc, c'est le POC qu'on n'arrive pas à passer à l'action, c'est ce genre de choses. On en a vu la complexité, donc il n'y a aucune critique, bien sûr, c'est déjà un énorme travail de faire tout ça. Et puis on se pose aussi la question de finalement qui se soucie un petit peu du, alors je ne vais pas dire security by design, mais comment on va concevoir un petit peu la sécurité d'une Smart City aujourd'hui, que ce soit la sécurité numérique et bien d'autres aspects qui ont été rappelés par nos speakers. Et puis bien sûr les freins, on a vu des freins culturels, on a vu des freins politiques, on a vu des freins économiques. Donc ça va être un petit peu l'objet de ce sur quoi on va essayer d'échanger dans cette table ronde. Et je commencerai avec vous, Jean-Luc. Finalement, alors vous représentez un petit peu les utilisateurs, c'est-à-dire les citoyens que nous sommes tous. Et j'allais dire de façon un petit peu pas critique et agressive, finalement, moi dans ma petite commune en Provence, avant d'avoir une commune numérique, une Smart City, ce que je demande à mon maire, c'est d'avoir de la fibre pour pouvoir télétravailler et pour que les enfants puissent télécharger tout ce qu'ils veulent. Donc finalement, est-ce que quand on rêve à la Smart City, finalement, la réalité, elle n'est pas un petit peu plus concrète et haute, ou est-ce qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer pour aller plus vite ? Oui, bien sûr. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui fédère les collectivités territoriales qui font soit des projets d'infrastructures télécom, donc de la fibre optique, soit des projets d'usage, comme les syndicats informatiques, soit des projets Smart City, soit tous les types de projets dans lesquels les collectivités pensent qu'elles doivent investir pour mener à bien des politiques publiques dans ce domaine. Initialement, ces collectivités, effectivement, elles se sont penchées sur les réseaux fibre optique. C'est une période assez, maintenant qui commence à s'éloigner, qui était à une quinzaine d'années, où notre célèbre opérateur national considérait que le cuivre, ça devait durer encore un peu plus longtemps, on va dire. Et puis les collectivités se sont dit, non, surtout dans les territoires ruraux, c'était difficile. Vous le savez encore, pour les territoires ruraux qui n'ont pas de fibre, l'abonnement ADSL, le débit n'est pas toujours très pertinent. Donc il y a eu un plan fibre qui petit à petit a été poussé d'abord par les collectivités territoriales qui se sont lancées dans ces projets. Et puis après, les opérateurs sont apparus, avec un plan national qui s'est construit à l'inverse de toute l'histoire des réseaux français, en totale dépéréquation. Tous les réseaux français fonctionnent en péréquation territoriale, donc il y a des équilibres financiers, l'urbain, rural, voilà. Et d'ailleurs, le réseau cuivre qui avait été construit à l'époque par le ministère des PTT, lui aussi était construit en totale péréquation. Puisque le prix pour l'abonnement de télécom à l'époque, ou de téléphone, était le même prix où que vous soyez dans le territoire, alors qu'en ville, vous aviez une ligne qui coûtait probablement 200 ou 300 francs à l'époque, j'utilise les francs, et puis en zone rurale, vous avez plutôt une ligne qui avait coûté 1000 à 2000 francs, quoi. Voilà. Donc ce concept de péréquation était essentiel. Là, il a été dépéréqué totalement, donc... mais ça a été la première grande innovation, on va dire, des nouveaux services publics territoriaux. Et puis aujourd'hui, après avoir finalement, non pas tout à fait encore abouti dans ce plan fibre optique national, puisque
On n'est pas encore au bout, hein. On a construit à peu près entre 75 et 80% de la totalité du réseau. Et il reste encore l'actualité, probablement que vous la suivez, que ce n'est pas toujours facile, hein, de construire un réseau national. Malgré ça, maintenant, il y a la volonté de créer des services numérisés et de numériser notamment les services publics existants. Les services de l'eau, les services de l'énergie, les services déchets. Ceci afin d'optimiser, c'était très bien évoqué dans la présentation précédente, hein, afin d'optimiser, de trouver des ROI et d'optimiser effectivement ces services publics. Mais on voit bien qu'avec tout ce que je viens de dire sur la fibre et sur le fait que c'est un projet complètement dépéréqué, on se retrouve avec des zones et des villes, hein, donc les zones urbaines, dans lesquelles les collectivités territoriales sont propriétaires de tous les réseaux, sauf celui de la fibre optique. Voilà. Et évidemment, c'est celui de la fibre optique qui va connecter tous les réseaux. Cherchez l'erreur, hein. En matière de stratégie, on aurait pu mieux faire. Voilà. Il y a eu d'autres considérations, vous l'aurez probablement compris. Et maintenant, on essaie de rattraper un petit peu le coup, de manière à ce que ces villes, les métropoles, les agglomérations, soient capables de faire des réseaux télécoms en propre, pour leurs propres besoins, et puis se mettre en œuvre des services smart, on va dire, avec des couches de fibres, des couches de réseau hertzien, qui soient propriété des collectivités territoriales et donc des citoyens. Voilà. Donc c'est une nouvelle étape qui est en train d'arriver pour d'autres pays, puisque un certain nombre de projets qui sont déjà lancés dans ces domaines, hein, de smart territoire, de réseaux d'objets connectés, hein. Et il y en a probablement pour une dizaine d'années pour que, je pense, l'ensemble du territoire national soit couvert de ce type de projet. Donc 15 ans, 10 ans de plus, vous voyez, c'est... on sera bon pour voilà, la post-retraite, on sera bon. On comprend un petit peu à la fois cette histoire, cette réalité aujourd'hui, puis quand on se projette effectivement à 10-15 ans. Et là, je vais m'adresser plus à Bertrand. Comment, en termes d'offreurs, justement, comment on peut assurer la péréquation entre l'offre et un petit peu ces usages et l'évolution de ces usages, vous qui représentez plutôt ce... Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on regarde les usages, on a toujours, quand on parle de territoire connecté et durable, on parle souvent du capteur. Ça revient à ça, en fait. Le sujet, il n'est pas là. En fait, on est plutôt porté par des demandes qui sont poussées par des modifications réglementaires, le décret BACS, le décret tertiaire, la décarbonisation. Donc, c'est souvent des sujets-là qui sont les premières priorités, en fait, des différents élus qu'on rencontre. De ça va se traduire par effectivement comment on peut mettre en place ces différentes solutions. Et comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, effectivement, il y a aussi des réseaux. Donc en fait, le sujet pour les offreurs de solutions est plutôt inverse, c'est de se dire quels sont les enjeux de mon territoire, qu'est-ce que je dois mettre en place comme solution et qu'est-ce que j'ai en place déjà pour pouvoir utiliser au maximum les infrastructures existantes. C'est vrai que c'est un peu débile de repasser de la fibre optique pour faire un réseau de caméras, sachant qu'il y a tout un sujet de fibre qui a été déployé. Mais la fibre optique, ce n'est pas non plus la seule réponse et la seule solution. Il y a aussi, après le très haut débit, le très bas débit. Ça, c'est un sujet qui est quand même aussi qui percute les territoires. Aller connecter un compteur d'eau avec de la fibre optique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on aimerait bien, en tant qu'offre de solution, on s'en mettrait la fibre partout, on alimenterait les compteurs d'eau. Bon, tout ça, c'est pas très sobre, donc c'est pas du tout logique. Dans ce cadre-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la partie réseau LoRa, qu'on a pu voir aussi sur d'autres présentations. Et dans ce cadre-là, en fait, le but, c'est de trouver la bonne adéquation entre l'usage et les réseaux. Et tout ça, c'est un peu stressant pour les différents territoires, parce que quand on met ça en place, on se dit, déjà avant, j'avais un premier réseau, comme tu disais tout à l'heure, sur ma ville. Je faisais un GFU pour pouvoir mettre quelques usages. Après, je suis recommencé à rajouter un autre réseau, peut-être un réseau radio pour faire d'autres types d'usages. Et là, je rajoute un réseau bas débit, un autre usage. C'est super. Est-ce que tout ça, c'est bien frugal en termes d'approche et de sobriété numérique? Premier point. Et le deuxième sujet, je suis un DSI, un élu ou un DGS d'un territoire. Est-ce que je ne suis pas quelque part, pour reprendre les termes tout à l'heure, le sujet de surface d'attaque, est-ce que je ne suis pas en train d'augmenter ma surface d'attaque sur ma ville, sachant que le gros stress que j'ai, c'est toujours entre amener du service pour mes administrés
et en parallèle, ne pas m'exposer plus et bien maîtriser en fait la gestion de ma ville. Donc voilà, c'est un peu les grandes thématiques que l'on voit du côté plutôt offreur de solutions. Mais en fait, nous, on offre les solutions avant tout, et c'est le but de la fédération d'Infranum, c'est d'abord de faire des rencontres avec les différentes fédérations qui représentent les collectivités et de bien comprendre la demande pour adapter l'offre. Voilà, on est plutôt dans ce sens-là. On a essayé pendant des années de faire des trucs magiques en pensant des solutions, en disant c'est super, ça va se vendre tout seul. Ça marche pas. Hein. Retour à la réalité. Vous introduisiez un sujet intéressant sur la cyber, qui est quand même un petit peu notre cœur de sujet cet après-midi à travers différents prismes. Est-ce que vous travaillez aussi sur des grands scénarios de cybersécurité ou de cyberattaque dans ce que vous faites, dans les solutions, dans les canevas de ce que vous élaborez? Alors, oui. Alors, ça fait partie en fait de tout projet. C'est-à-dire que quand on met un projet en place, là, je suis entouré d'experts du domaine, donc je n'irai pas trop loin dans la technique et loin de là, mais quelque part c'est du bon sens. C'est-à-dire que la première chose que l'on fait, c'est déjà qu'on regarde le système d'information sur lequel on s'insère, c'est le premier sujet. On vérifie effectivement que le dispositif qu'on va mettre en place est sur un corps qui est sain, parce que si effectivement on rajoute des verrous sur des choses qui ne sont pas déjà très, très sécurisées, on a eu le cas des fois... des trucs tout bêtes. Hein. J'avais 2 parkings qui étaient connectés. Il fallait, deux parkings et de la vidéoprotection. Il fallait mettre un parking connecté avec l'autre. Sauf qu'il y en a un des parkings qui n'avait jamais été patché pendant des années. Et on va dire, on va le mettre connecté et puis renvoyer les flux. Bah non, quand on fait ça, c'est un peu violent. Donc c'est vraiment cette logique-là. Donc tout ce que l'on fait et sur quoi on travaille, c'est de travailler avec les différents équipementiers. De préférence, on essaie de travailler avec un écosystème plutôt français. C'est un peu le sujet. D'avoir une approche où... alors, la partie ANSSI, là-dessus, ne donne pas trop de directives par rapport à ce qu'on peut voir sur la partie sécurité électronique au sens contrôle d'accès et vidéoprotection. Ça commence. On commence à avoir des choses qui apparaissent en termes de certification, en termes d'habilitation, enfin de certification et de qualification des différents capteurs. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on remet ce qu'on a déjà fait sur d'autres systèmes d'information, les règles de base de cyber, avec des analyses de risque, on met en place les différents types de capteurs. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur des réseaux qui sont quand même relativement étanches les uns des autres. Donc le but, quand même, c'est de ne pas faire des choses où tout est interconnecté et que très rapidement... On va travailler au niveau de la data plutôt que au niveau de l'interface, que plutôt directement sur un seul réseau qui n'est pas étanchéifié entre les différents services. Voilà, donc c'est vraiment ces sujets-là pour éviter des choses qu'on a pu voir sur un territoire. Je crois que vous avez vu ça sur La Roche-sur-Yon il y a quelques temps. Où effectivement, un petit malin qui s'est amusé à prendre le contrôle de l'éclairage et des carrefours. Bon, c'est très sympa pour rentrer chez soi très vite, mais bon, c'est pas très sécurisant pour tout le monde. Vous avez ouvert une porte sur la souveraineté. Est-ce que c'est une préoccupation ou c'est plutôt dans les niveaux bas de tout ce que vous avez à faire, de tout ce que vous offrez? Commentaire là-dessus. Alors c'est vraiment au cœur de tout. C'est-à-dire que quand on discute avec les territoires, systématiquement, alors il y a 2 choses. C'est-à-dire que quand on est une petite collectivité, c'est très difficile de démarrer en dessous de 20 000 habitants, de lancer son projet. Déjà, on va numériser la cantine, c'est difficile. Et puis après, on va faire du paiement. Et puis là, maintenant, il faudra mettre des capteurs dans la ville. Waouh. Des DSI ou des élus omniscients façon néo-normatrix, il n'y en a pas beaucoup. Et donc l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer effectivement sur des structures de mutualisation peut-être, ou au niveau départemental, des syndicats d'énergie, des syndicats de mutualisation informatique ou autres. Et dans ce cadre-là, tout de suite, la question qui se pose, c'est OK, je mets un service, la data qui va être produite, les services que je vais mettre, je veux bien investir, mais les données, je préfère qu'elles restent chez moi. Ça a une valeur. Voilà, il y a un fantasme de la donnée en disant on peut la revendre et puis tout sera autofinancé. Mais déjà, c'est de s'assurer qu'effectivement la donnée reste sur le territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de tous les projets. Sur cette question, je crois que les collectivités, elles ont plus l'enjeu de souveraineté que l'enjeu financier, sur la data en tout cas. Les risques, puisque la notion de risque pour une collectivité, c'est évidemment son non-fonctionnement. Et on a vu de nombreuses collectivités qui ont été attaquées où toute l'activité est tombée à zéro, il a fallu tout remonter. Donc on connaît bien ce genre de crise. Ça, c'est un premier risque. L'autre risque, c'est qu'effectivement, il est lié avec le troisième, c'est il n'y a plus d'activité vis-à-vis des citoyens.
C'est-à-dire que tous les services qui sont en direct avec les citoyens tombent évidemment en même temps. Donc la relation aux citoyens est dégradée. Et c'est en ça que le concept de souveraineté est essentiel. Donc ce troisième risque, c'est celui de la dimension politique. À partir du moment où un élu se retrouve en situation de crise pendant 3 ou 4 mois, c'est arrivé dans quelques villes finalement qui avaient fait des gros efforts en matière de smart city, pour ne pas les citer, et c'est les premiers qui sont tombés avant d'être ministres. Donc on va dire que c'est difficile, ce sont des challenges difficiles. Et l'image de la collectivité, l'image des élus, l'image du service qui doit être rendu est dégradée. Donc dans les services publics territoriaux, cette souveraineté-là est essentielle. En tout cas, pour nous, c'est quasiment le principal facteur d'enjeu. Nous avions mené une étude il y a 2 ans, vous auriez pu la mettre dans votre bibliographie, elle est disponible sur notre site, et dans laquelle on a évoqué... Ce qui est ressorti, évidemment, c'est que, comme tout le monde, le security by design est essentiel. L'enjeu politique et souveraineté, effectivement, qui ressortait de tous nos adhérents qui évoquaient le sujet. Et puis, pour entrer dans la méthodologie, un enjeu notamment lié aux smart cities, qui est l'intérêt des smart cities, c'est de décloisonner. Et le problème de la cybersécurité, c'est de justement décloisonner. Et donc, il y a une contradiction à sécuriser un système Smart City, parce que d'un côté, on préfère plutôt, pour sécuriser, cloisonner, alors que les Smart City, leur fonction même, c'est de décloisonner. Et ça veut dire qu'il faut être capable de trouver un petit peu le positionnement du curseur dans la politique publique et dans la sécurisation de ces systèmes urbains. Alors, urbains, à la FNCCR, on dit urbains et ruraux, parce que le concept de ville... qui était présenté tout à l'heure. Nous, on n'a pas la même statistique. En gros, on est plutôt aux alentours de 35 à 40% de la population qui vit en zone rurale. Alors, pas 100% rurale, évidemment, mais il y a toujours le périurbain. Mais il y a à peu près 60-65% en zone urbaine, donc dite ville, quoi. Et la plupart des collectivités, y compris les métropoles d'ailleurs, ont des territoires qui sont urbains et ruraux. Et donc, ils sont obligés de gérer les 2 types de territoires, parce qu'ils sont devenus tellement grands que même les agglos, aujourd'hui, vous avez des agglos avec 150 communes. 150 communes, vous avez des champs dans ces communes. Voilà. Donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est de trouver à la fois les services qui sont adaptés à la fois pour les zones urbaines, très urbaines, et aussi pour les zones rurales, et de mixer ces services en fonction du besoin. Là, pour le coup, on est obligé de partir du besoin. Et c'est vrai que, et c'était évoqué dans la présentation, chaque projet politique détermine son projet Smart derrière. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes. Si vous changez de ville, il y a des spécificités dans toutes les villes, dans tous les territoires. Et les priorités des élus ne sont absolument pas les mêmes. On va retrouver, bien sûr, l'éclairage public... la gestion de la télérelève de l'eau, voilà, 6-7, on va dire, le noyau dur des services. Mais après, sur la quarantaine de services qui peuvent exister peut-être aujourd'hui, qui sont formatés par les industriels et par les collectivités, globalement, les 6 ou 7 services de plus, ils seront différents quasiment dans toutes les collectivités. Voilà. Et ça, c'est assez étonnant. On a un adhérent, par exemple, aux Antilles. Il a adhéré chez nous parce qu'ils ont un gros sujet sur la mangrove. Voilà. On n'a pas à Paris. Ils veulent, voilà. Pas encore. Par définition, pas encore. Le réchauffement arrive. Leur préoccupation principale, c'est de surveiller la mangrove. Je comprends. Parce que c'est leur attrait touristique, évidemment. Voilà. Donc pour eux, c'est vital. Et donc ça montre bien qu'à chaque territoire, on a sa priorité, quoi. Voilà. Clairement. Et justement, à la fédération, est-ce que vous avez des outils ? Comment vous arrivez à produire, je dirais, du conseil, des méthodes, pour aider justement à accélérer ces projets et à les rendre... Le travail de la fédération, en fait, c'est de faire travailler ses adhérents. Voilà. Comme l'inclusif. Et en fait,
Alors évidemment, on travaille, bien sûr, mais c'est bien de faire remonter les bonnes pratiques dans tous les territoires. C'est ça l'enjeu, hein, et de pouvoir voir quelles sont ces bonnes pratiques, les analyser, en faire les objectiver hein, aussi, hein, collectivement. Voilà. Donc on a lancé la fabrique des territoires connectés avec nos adhérents, et voilà, il y a des groupes de travaux par cas d'usage, il va y avoir des groupes de travaux clubs utilisateurs de plateformes pour les plateformes qui sont utilisées par les collectivités. Donc voilà, c'est des groupes de travaux là pour le coup très, très pointus, très spécifiques, hein, qui vont permettre aux collectivités qui y participent finalement de se fixer les idées le plus vite possible et de challenger un petit peu ces idées, de challenger les plateformes, de challenger les capteurs eux-mêmes, puisque à une donnée qu'on a envie de ramasser, il y a 200 capteurs disponibles sur le marché. Ils ne sont pas tous standards, ça ne passe pas tous sur du LoRa. Enfin, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, mais les problématiques des réseaux d'objets connectés sont vastes, quoi. Et donc, il faut effectivement la rentrer mettre les mains dans le cambouis collectivement. Et donc, nous, notre plus-value, c'est effectivement de synthétiser tout ça et d'en faire un centre de ressources. Hein. C'est ce qu'on s'apprête à faire en lançant ce centre de ressources là dans les jours qui viennent. Et puis de modéliser les données, parce que à chaque cas d'usage, évidemment, on essaie de récupérer des données. C'était évoqué aussi. Hein. Or, le modèle de données de chaque cas d'usage, il n'existe pas. Et pourtant, il va le falloir. On en a besoin. Sinon, il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas d'interopérabilité, il n'y a pas tout ça, et donc ça ne marchera pas. Voilà. Et si je reviens un petit peu sur le sujet de la cyber, on voit la directive NIS 2 qui arrive, qui va toucher certaines collectivités. On voit les CSIRT qui se développent. Est-ce que c'est des choses aussi auxquelles vous réfléchissez, c'est-à-dire des services que vous pourriez apporter, de l'accompagnement, des centres, est-ce que vous allez jusque-là ? Oui, bien sûr. On a un groupe de travail, cybersécurité avec un espèce de club de RSSI, quoi. Hein. Voilà, on fait comme tout le monde. Hein. Voilà, c'est le truc qui marche globalement. Nous, on a l'avantage de pouvoir l'articuler avec nos parlementaires. C'est-à-dire qu'à la fois, le club des RSSI fonctionne, il fait remonter des préconisations, y compris législatives et institutionnelles, et hop, aussitôt, on transforme ça en amendement de texte parlementaire, et en tout cas, on essaie de les faire passer, quoi. C'est un peu la plus-value qu'il y a chez nous. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a une vision, effectivement, sur ce qu'il faudrait, ou sur les failles, hein, aujourd'hui, des collectivités. Elles sont nombreuses, malheureusement. Elles sont nombreuses. On n'est qu'au début de la sécurisation de tous ces services publics. Autant sur les préconisations, les guides, tout ça, il y en a à profusion. Donc là, je pense que tout le monde a lu à peu près 10 ou 15 guides en matière de cybersécurité, qui se reprennent tous plus ou moins mutuellement. Donc ça va. Les préventions, les audits, ça vient. Ça vient. Le France 2030 avec les financements d'audit par l'ANSSI, très très bien. Voilà, il y a beaucoup de départements qui ont fait des audits. Voilà, si on passe par ces points clés, c'est essentiel. Après, les CSIRT, on est un peu plus nuancé. Voilà, je pense que les CSIRT pour les entreprises, c'est parfait. Parce que voilà, ça existait déjà, hein, parce qu'il y a des CSIRT dans le secteur bancaire, privé. Hein. Moi, je connais celui de Devoteam, mais il y a Webscom, enfin, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a une bonne quinzaine qui existaient déjà. Bon, faire des CSIRT régionaux pour accompagner les entreprises, je pense que ça, c'était une bonne idée. Pour les collectivités, on avait préconisé à l'ANSSI de faire un CSIRT de filière collectivité territoriale. Parce qu'on avait fait notre étude justement sur les smart cities et il nous semblait que la complexité des services urbains faisait qu'il y avait une spécificité des services urbains en matière de cybersécurité. Les réseaux ne sont pas les mêmes. On n'est pas uniquement sur de l'Internet pur. On est sur des réseaux privés qui utilisent peut-être 10 fréquences différentes avec des réseaux fibres, donc hertziens, du câble. Enfin bon, il y a énormément de technologies différentes dans ces réseaux privés de collectivités. Et là, il nous semblait qu'il fallait probablement un CSIRT. Donc on avait proposé de faire avec l'ANSSI un CSIRT national. Ils n'ont pas souhaité le faire.
On n'a pas changé d'avis. Je pense qu'on va continuer à pousser ce scénario. On discute avec les régions qui sont porteuses des CESIRT régionaux pour être un petit peu, pour voir comment on peut positionner ce CESIRT national, collectivité, pour le tuner par rapport à leurs propres activités. Et on discute déjà avec plusieurs et ça leur paraît pas farfelu. Hein. Donc il n'y a pas de redondance, on va dire, entre ces activités-là. Donc voilà, un CESIRT national spécifique collectivité, ça me semblerait un élément en plus dans l'ensemble du dispositif qui a été lancé déjà par l'ANSSI et qui est plutôt pas mal, hein, quand même. Tout à fait, remarque. Et Bertrand, justement, par rapport à la fois à ces besoins qu'exprime Jean-Luc et par rapport à, je dirais, la réalité, est-ce que vous voyez le marché se structurer en termes d'offres? Comment vous voyez l'évolution se faire? Oui, ça se structure et enfin, quand on regarde, si on prend, ne serait-ce que, il y a eu des appels à projets, on en a parlé tout à l'heure, qui a permis aussi de faire émerger des projets un peu structurants. Je crois qu'il y a eu une présentation aussi de nos grands sur d'autres sujets qui ont été lauréats des appels à projets. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde et qu'on regarde les 4-5 dernières années, on était d'abord sur un monde un peu... je suis geek, hein, je suis passionné donc je peux le dire, mais un monde un peu de geek, on mettait des capteurs, des trucs, on essayait, on testait, on faisait l'époque, c'était super. Mais l'époque, en fait, le passage à l'échelle était très difficile. Donc là, maintenant, on arrive quand même sur un marché qui se structure avec, comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, des capteurs, enfin, des différentes couches qui sont mises en place et des retours d'expérience aussi sur l'ensemble des territoires. Donc oui, on va dire que le marché se structure, les solutions sont de plus en plus matures. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et ce qui est passionnant avec ce type de solution, c'est que quand on a fini comme on a dit, sur les 30 cas d'usage un peu majeurs, il y en a encore des nouveaux qui arrivent. Et ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux qui arrivent, ce n'est pas nécessairement des nouveaux usages, mais c'est ce que tu décris tout à l'heure, c'est le fait qu'on vient cruncher la data des différents cas d'usage pour créer de l'analyse et de la valeur entre ce qui a été mis en place dans les différents territoires. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et ce qui est aussi rassurant pour la partie utilisateurs finaux que sont nos clients collectivités, c'est que plus le marché se structure, plus les approches qui sont mises en place sur les territoires ont des retours d'expérience, moins on s'expose aussi à des risques parce qu'on globalement, on connaît les capteurs, on sait d'où il vient, on connaît sa connexion, et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment plutôt hyper rassurant pour nous. Parmi les préconisations, j'ai oublié de dire que, mais tu l'as un petit peu évoqué, une préconisation qui est forte pour les territoires ruraux, hein, puisque souvent les métropoles ont des RSSI directement, hein, les départements aussi, probablement les régions aussi, les agglos beaucoup moins. Hein, il y a beaucoup moins de RSSI, elles ont des petites DSI, hein, environ 10-15 personnes, donc souvent elles n'ont pas les moyens de se payer un RSSI. Bien sûr, ouais. Et donc l'enjeu à partir de la taille infra-départementale, c'est de mutualiser les RSSI. Et donc nous on préconise évidemment, mais tu l'avais évoqué, que les syndicats informatiques, qui sont des groupements de collectivités territoriales qui rendent des services à leurs membres en matière d'informatique, de systèmes d'information et autres, soient capables de mutualiser des RSSI, recruter 5-6 RSSI pour tout le département et couvrir ainsi tous les besoins, y compris des plus petites collectivités territoriales. Une commune de 200 habitants, elle ne peut pas se payer, elle peut rien se payer en fait. Non mais c'est clair, c'est voilà. comme des PME, TPE, c'est pareil, il faut mutualiser. Exactement. C'est la mutualisation qui est l'enjeu. Ouais. Donc ça, c'était une préconisation que je voulais évoquer. La deuxième, c'est que en cas de crise, rien n'est prévu. Voilà qui est dit. Voilà. En cas de crise, on a fait tout ce qu'il y avait avant, mais en cas de crise dans les collectivités territoriales, rien n'est prévu, c'est chacun pour soi. Et je pense que là, il y a probablement, d'un point de vue plus institutionnel, un débat parlementaire à avoir, et on discute avec nos parlementaires qui sont membres de la fédération pour que se dégage l'idée, en gros, d'un scénario de système d'incendie et de secours, service d'incendie et de secours en matière de cyber. Alors je ne dirais pas, les SDIS, ils ne concernent pas que les collectivités. Leur mission, c'est de couvrir l'ensemble des risques d'incendie. Là, pour le coup, ça pourrait être à la fois un scénario un peu identique. Hein, donc, et je pense que là, en matière de crise, je crois que c'est essentiel parce que bon, il y a beaucoup d'attaques cyber. Hein, elles sont c'est pas toujours des clubs de hackers qui font les attaques. Hein, voilà.
quand c'est les hôpitaux et les collectivités qui sont systématiquement attaqués, il ne faut pas me raconter d'histoire, hein, il y a un peu plus institutionnel que ça. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça peut être réglé autrement que par des organisations de collectivités. Si l'ANSSI n'a pas la capacité, n'a pas les moyens d'assurer un service national de la défense cyber pour tous, eh bien, il faut que les collectivités s'organisent. Voilà. Et pour s'organiser, il faut changer les textes, il faut créer ces services de mutualisation, de sécurité. Et puis, dernier point, les collectivités, il faut qu'elles travaillent, si j'ose dire, en modestie, c'est-à-dire que faire une campagne électorale sur la collectivité la plus numérique du monde à chaque fois, puisque chaque fois, évidemment, c'est la première qui a mis en place ce système, c'est la première qui est formidable, c'est toujours la première qui est formidable, et au final, c'est la première qui va être attaquée, ça c'est sûr, parce que vous êtes tellement passé dans la presse que forcément, celle à laquelle on pense, c'est celle-là, quoi. Voilà. Donc il faut savoir aussi être modeste et avancer tout doucement mais sûrement. Voilà. Monsieur Salaberry, c'est promis, on transmettra vos salutations à Monsieur Béchu. Ne vous inquiétez pas, il sera ravi. Merci beaucoup, messieurs.